Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine au Parlement, avec vous Katia Guilder. Oui Alexandre, et nous accueillons cette semaine Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Paris, merci d'être avec nous pour revoir le riche film de la semaine. Et on reviendra sur les propositions de loi du groupe La France Insoumise à l'Assemblée qui ont commencé à être examinées en commission par les députés, des textes qui portent sur de nombreux sujets, l'IVG, la corrida ou encore l'implantation du beurre en France. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui poursuit son chemin à l'Assemblée nationale. Il augmente les moyens des forces de l'ordre sur tout le quinquennat, mais vivement critiqué sur les bancs de la gauche. Et puis au Sénat, 3 textes budgétaires au programme cette semaine. Budget de l'État, budget de la sécurité sociale et rallonge budgétaire face à la hausse des prix. Et c'était un peu la semaine de votre groupe, Daniel Simonet, puisque l'Assemblée examinait les propositions de loi de LFI au titre de la journée réservée de l'ordre du jour à la France Insoumise. Examen tous azimuts en commission. On fait le résumé de ces multiplex avec Elsa Mondingava. On en parle après. Plus de 10 textes discutés en commission et un seul succès pour les Insoumis. Seule leur proposition de loi constitutionnelle garantissant l'accès à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été adoptée. Elle était défendue par la présidente du groupe. La France s'honorerait à introduire ces droits dans la Constitution. Elle s'illustrerait alors comme une nation pionnière en la matière. Pas le même succès pour Aymeric Caron, qui entendait interdire la corrida. Vous cherchez toutes les excuses que vous pouvez, chers collègues. Tradition, culture, économie, biodiversité. Et vous cherchez ces excuses pour vous cacher. Pour vous cacher. Il y a une seule question qui vous est posée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la torture animale ? La majorité des députés Renaissance sont contre le texte du député insoumis. Pour notre part, nous ne voulons pas interdire, normer et réguler. Nous sommes fiers de cette France qui vit dans chacun de ses territoires, alors qu'en 1968, l'extrême gauche se battait pour le slogan « Il est interdit d'interdire ». En 2022, il ne se passe pas une semaine sans que la NUPES ne cherche à proposer une nouvelle interdiction. Pas non plus de SMIC à 1 600 €, ni d'allocation d'autonomie pour les jeunes, ou encore de réintégration des soignants non vaccinés. Clémentine Autain n'a de son côté pas réussi à imposer sa proposition de loi contre la concentration des médias. Quant à vous, Daniel Simonet, les députés ont rejeté votre demande de commission d'enquête sur le rôle joué par Emmanuel Macron dans l'implantation d'Uber en France. Daniel Simonet, vous présentez au titre de votre groupe une douzaine de 12 exactement propositions de loi inscrites à l'ordre du jour. En commission, 11 d'entre elles ont été examinées, avec une seule adoptée, celle de Mathilde Panot, la présidente de votre groupe. On dit qu'en séance publique, le 24 novembre, elle pourrait être, là encore, adoptée et votée, notamment par les députés de la majorité. Est-ce que ce serait, si c'est le cas, un symbole fort pour vous ? Oui, inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement et le droit à la contraception, ce serait un message extrêmement fort. Parce qu'on est dans un contexte où vous avez vu les régressions dans nombre de pays sur le droit à l'avortement, notamment aux États-Unis. Et donc, si la France l'inscrit dans sa Constitution, elle sera pionnière. Ce sera le premier pays à le faire. Parce qu'il faut se rendre compte que les menaces de remise en cause du droit à la contraception sont imminentes dans plein d'endroits de par le monde. Et y compris en France, rien n'est acquis pour toujours. Mais la majorité a déposé, elle aussi, un texte porté par Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance. Le vôtre est passé avant, en examen à l'Assemblée nationale. Vous avez bon espoir qu'il soit adopté, que la majorité, donc Renaissance, vote un texte de la France Insoumise? Oui, pour l'instant, on était dans l'étape des commissions. Donc, nous avons voté le texte d'Aurore Berger et notre texte a été aussi adopté en commission. Et il sera présenté en premier. La différence entre les deux textes, c'est que le nôtre inscrit le droit à l'avortement et le droit à la contraception dans la Constitution. Par contre, nous interpellons néanmoins le gouvernement. Pour que le droit à l'IVG et à la contraception soit bien inscrit dans la Constitution sans passer par un référendum, il faudrait que le gouvernement prenne l'initiative d'un projet de loi. Et à ce moment-là, vous avez la réunion du Congrès, soit qu'on y a passé, soit qu'on... Voilà. Mais puisque ces deux textes obtiennent l'assentiment d'une majorité de parlementaires, eh bien, on estime que le gouvernement doit prendre ses responsabilités.
vous demandez un projet de loi du gouvernement, car on le rappelle, hein, c'est une proposition de loi constitutionnelle, donc pour qu'elle soit adoptée, il faut aussi que le Sénat l'adopte dans les mêmes termes. Or, la majorité de droite du Sénat est contre. Elle trouve que c'est un texte symbolique qui n'a aucune efficacité juridique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, d'abord, c'est important d'inscrire des droits fondamentaux dans la Constitution, parce que cela permet d'éviter que, au gré des majorités parlementaires, un tel droit si important qui permet aux femmes de disposer de leur corps, leur liberté, eh bien, ne soit remis en cause au détour d'un texte de loi. Et puis aussi, inscrire ce droit, cette liberté, c'est aussi inscrire la notion de gratuité d'accès à l'IVG et à la contraception. Donc, le gouvernement, si il met en place, il fait adopter un projet de loi, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin aussi d'avoir recours au référendum. Parce que si on a recours à un référendum, vous allez voir tous les groupuscules d'extrême droite anti-IVG polluer et créer une ambiance extrêmement néfaste pour le débat sur nos droits fondamentaux. Alors, on va parler de la proposition de loi que vous avez déposée, qui n'a pas été adoptée, en tout cas en commission, pour créer une commission d'enquête sur les Uber Files, ces documents qui pointent du doigt le rôle du président d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, précisons-le, de François Hollande. Qu'attendez-vous de cette commission d'enquête? Qu'elle fasse la lumière sur la complaisance éventuelle d'Emmanuel Macron, alors ministre, avec le lobby Uber? Ou alors, vous attendez qu'elle dénonce un modèle, celui d'Uber, en France, qui serait éventuellement contraire avec l'intérêt républicain supérieur? Les deux, en fait. La première question qui nous est posée en tant que parlementaires, c'est comment est-ce que ça peut être possible qu'une plateforme américaine puisse venir s'implanter en France en piétinant, en bafouant les lois de la République, en organisant de la contrefaçon de taxi, par la maraude électronique qui était illégale, à travers Uber Pop, en respectant pas le code du travail et en faisant un lobbying de dingue pour pouvoir faire en sorte d'imposer l'état de fait à l'état de droit. C'est des pratiques de voyous pour vous, ça? Ah oui, ça a été des pratiques extrêmement problématiques. Et ensuite, il y a dans ce contexte de l'activité très agressive d'Uber dans son lobbying, il y a quelle a été l'attitude, en fait, à la fois du ministre de l'économie de l'époque et de différents décideurs publics, puisque les Uber Files, donc les travaux des journalistes, révèlent qu'il y a eu au moins 17 rencontres non inscrites à l'agenda entre le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et des hauts dirigeants d'Uber, et notamment Travis Kalanick. Mais deuxième aspect, l'enquête parlementaire doit aussi se préoccuper, mais les conséquences de l'ubérisation d'un point de vue social, écologique, économique, environnemental, on en fait quoi? Mais rapidement sur ce sujet, les députés en commission qui ont rejeté cette proposition de création de commission d'enquête ont dit qu'on ne pouvait pas enquêter sur l'action passée du président de la République actuelle. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, j'ai le sentiment que les macronistes, visiblement, sont tellement attachés à la défense de leur monarque présidentiel qu'ils en arrivent à déformer ce qui est écrit dans notre Constitution et à prendre notre Constitution pour encore plus monarchique qu'elle ne l'est déjà. À partir du moment où l'enquête parlementaire est une enquête parlementaire, on n'est pas dans une enquête judiciaire. D'ailleurs, le consortium de journalistes estime à la fois qu'il y a des zones d'ombre problématiques du point de vue d'Uber, mais que les 17 rendez-vous du ministre de l'économie non inscrits à l'agenda n'étaient pas, entre guillemets, illégaux. Ils posent question sur le fonctionnement démocratique et éthique, mais on n'est pas dans l'ordre judiciaire. Vous reconnaissez que ce n'est pas illégal, parce que lui se défend en disant que c'était dans le cadre mais ça n'est pas pour autant que ça n'est pas moins problématique. Et donc, l'objet de l'enquête, ça doit être aussi de voir quelles sont les recommandations possibles à mettre en place pour faire en sorte de mieux organiser la séparation des lobbies et de l'État et de faire en sorte que l'intérêt général, la délibération collective sur l'intérêt général, en République, c'est quand même la base, eh bien, ne dépende pas de ces pressions de lobby et qu'on puisse se protéger là-dessus. Et on voit que la loi Sapin 2 est insuffisante. Donc, les recommandations là-dessus sont nécessaires. Et ensuite, le rôle des députés est bien de contrôler la façon dont les gouvernements gouvernent. Donc on est, à partir du moment où on est sur une enquête parlementaire, d'abord sur le lobby d'Uber, et ensuite sur les décideurs publics, dont un ministre, fût-il aujourd'hui président de la République, on a le droit d'enquêter. Allez, on va passer à une proposition d'une autre commission d'enquête autour de l'affaire Hanouna Boyard. On le rappelle, le député de la France Insoumise a été insulté par l'animateur dans son émission sur C8, alors que Louis Boyard venait critiquer Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne. Cette commission d'enquête, elle, souhaite porter sur la concentration des médias dans les mains de quelques industriels. Pourquoi proposer une commission d'enquête qui a déjà été réalisée l'an dernier par le Sénat avec un travail identique? Alors non, ce que l'on demande déjà, d'abord...
la scène est complètement hallucinante. Hein. La scène est hallucinante. Vous avez un député de la République qui, interrogé sur la question de l'immigration, insiste aussi sur les causes et montre, bah oui, regardez, la responsabilité des milliardaires dans l'exploitation des richesses, le pillage et les catastrophes écologiques. Et donc, il cite le cas de Bolloré. Sauf que on est sur la chaîne dont Bolloré est le patron, le premier actionnaire, et donc vous avez le présentateur qui empêche finalement le député de pouvoir s'exprimer démocratiquement sur la question de Bolloré et qu'il est poursuivi par 158 Camerounais. Enfin, et on ne peut pas lui permettre d'aborder cela. Et finalement, monsieur Hanouna explique qu'il est là justement pour défendre son patron. Donc on voit bien que la concentration des médias, qui fait que vous avez 9 milliardaires qui possèdent 80% des médias, pose une vraie question démocratique. La France insoumise doit-elle boycotter les émissions, notamment TPMP? Alors le problème, ce qui s'est passé. Le problème, c'est que si vous décidez de boycotter une émission, ça veut dire que vous considérez que tous les autres journalistes de toutes les autres émissions ne posent aucun problème. Alors, c'est sûr que là, je trouve que Hanouna a mis la barre très haut, hein, quand même, dans l'insulte, dans l'irrespect, et puis dans le côté censure. Bon. Mais le boycott est rarement une solution, parce que sinon, si vous décidez, par exemple, de boycotter toutes les chaînes qui sont tenues par des milliardaires, à ce moment-là, on va où? On a sur votre chaîne, et je vous en remercie de l'invitation, mais vous voyez bien que d'un point de vue démocratique, c'est un piège problématique. Maintenant, Louis Braillard a raison de porter plainte pour outrage, voilà, à personne quand même dépositaire de l'autorité publique, hein, quand on est député. Il demande que le débat sur la chaîne d'Hanouna, sur justement l'affaire Bolloré, puisse avoir lieu. Et par ailleurs, quand nous avons, saisi l'Arcom, la ministre Elisabeth Borne a aussi saisi l'Arcom pour envoi d'une procédure de sanction. Donc les choses sont en cours. Alors, autre affaire, l'affaire Quatennens, avec le député de la France Insoumise qui pourrait faire son retour à l'Assemblée nationale. On rappelle qu'il avait reconnu des violences conjugales. Est-ce qu'il est le bienvenu dans votre groupe ou est-ce qu'il doit démissionner? C'est clair que pour nous, il ne doit pas démissionner. Maintenant, la question, et c'est ce dont nous discutons dans le groupe, c'est quelles sont les conditions de son retour, qui à la fois lui permettent de poursuivre son divorce, qui va forcément, on n'en doute pas, être médiatisé à un moment donné, et préserver aussi du coup la parole du groupe, et la poursuite de notre engagement évidemment contre les violences faites aux femmes ne fait aucun doute pour qui que ce soit. Et je pense qu'on a de cette histoire tous à bien réfléchir et à chaque fois que nous le pouvons transmettre ce message. Quand dans un couple il y a des tensions, des difficultés, au point que la communication dysfonctionne de manière systémique, ayons toujours conscience que on peut éviter, et on doit tout faire pour éviter le passage à la violence. Donc il peut rester dans votre groupe. On doit tout faire, notamment avoir recours à une thérapie conjugale, et il faut à chaque fois faire passer le message que tous les couples peuvent éviter de tomber là-dedans. Et donc, par contre, il y a un contexte systémique qui fait que les violences faites aux femmes, ce sont des violences qui sont très liées à la domination patriarcale. À quelles conditions il va rester dans votre groupe? Alors ça, ce sera la discussion du groupe. Voilà. Alors, il y a une autre affaire, Sonia Chikirou, qui risque d'être mise en examen, députée de la République. C'était dans le cadre de le financement de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Votre réaction, ça vous surprend? C'est la suite logique des choses qui ont été entamées par rapport à cette campagne? On sait que les choses se poursuivent à ce sujet-là. Moi, je rappellerai que la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, si vous prenez dont vous êtes proche. Exactement. Si vous prenez les 4-5 candidats à l'élection présidentielle, c'est la campagne qui a coûté la moins cher. C'est la campagne qui a coûté le moins cher. Donc, là, l'enquête va poursuivre son cours. Voilà, moi, j'ai pas besoin je n'ai pas à commenter chacune des étapes. Les mises en examen ne sont pas encore effectives et ne présagent pas du tout de la culpabilité ou pas. Mais je rappelle une chose, on a fait la campagne électorale la moins chère. Voilà. Et par contre, dans le dossier Macron de sa campagne présidentielle, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas l'objet d'une étude alors que, pour le coup, non seulement elle a coûté très cher, mais on sait pertinemment qu'il y a eu des dons de la part de grands patrons qui étaient contraires. Pourquoi est-ce que ça ne suit pas son cours à ce niveau-là?
On va passer au deuxième thème de cette émission, la loi LOPMI de son nom de code, loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires pour la police et la gendarmerie. En défendant son texte, Gérald Darmanin s'est targué d'avoir le soutien des sénateurs. Écoutez. Le Sénat a suivi le gouvernement, alors qu'on sait que naturellement le Sénat ne suit pas forcément le gouvernement, dans une quasi-unanimité politique. S'inspirant, je crois, de la position que nous avons toutes et tous pour la sécurité de nos concitoyens, adoptant des amendements de tous les bancs, nous avons, à 27 voix près, fait voter un texte qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans et qui, je crois, est très attendu par l'ensemble de nos concitoyens et par les agents du ministère de l'Intérieur. Alors, Gérald Darmanin se félicite d'avoir beaucoup de soutien des sénateurs et aussi des députés de LR et aussi de beaucoup de députés, mais pas forcément des bancs de gauche. Vous n'êtes pas d'accord avec beaucoup de dispositions, notamment l'aggravation des peines encourues en cas d'outrage sexiste. LFI a voté contre. Pourquoi ? En fait, le problème, c'est que ce n'est pas en augmentant à chaque fois les amendes qu'on arrive à résoudre le problème. Vous savez, c'est un texte de droite, donc c'est logique qu'il soit soutenu par la droite. Il y a notamment un aspect totalement scandaleux dans ce texte, c'est le recours aux amendes forfaitaires délictuelles. Ça m'inquiète beaucoup, ça nous inquiète beaucoup, et on a bataillé à l'Assemblée nationale là-dessus. Pour les petits délits. Oui, il faut savoir qu'au départ, ils voulaient mettre en place 3400 délits en amende forfaitaire délictuelle. Ça veut dire que quand vous avez une amende forfaitaire délictuelle, c'est dur à dire, vous ne passez pas devant un juge. Donc, vous n'avez pas le droit à la défense, à un avocat, au contradictoire. Et il n'y a pas d'individualisation de la peine. Et en plus, le gouvernement, en commission des lois, M. Darmanin et le groupe Renaissance ont ajouté des AFD si vous avez des lycéens majeurs qui occupent leur lycée, par exemple, ou si vous avez des entraves à la circulation, c'est-à-dire l'occupation de ronds-points. Ça veut dire que à quelques semaines de la grande bataille sur les retraites, où le gouvernement sait pertinemment qu'il va y avoir une mobilisation d'ampleur contre ce projet régressif de retraite à 65 ans, il crée des amendes forfaitaires délictuelles de 500 à 1600 euros pour criminaliser finalement les lycéens qui pourraient occuper leur lycée en guise de protestation, ou bien des écologistes qui occupent des voies contre l'inaction climatique, et on l'a vu récemment. Ça serait aussi des amendes forfaitaires délictuelles qu'auraient pu se prendre les gilets jaunes. Donc à l'approche de la grande bataille sur les retraites, on trouve ça vraiment une dérive autoritaire extrêmement problématique pour nos droits, nos libertés fondamentales. Alors, ce texte fait l'objet d'un accord entre la majorité présidentielle et la droite, que ce soit chez les députés ou chez les sénateurs. C'est une alliance logique, selon vous ? C'est un texte de droite. Donc forcément, quand vous avez un texte de droite, qui est une alliance de droite autour d'un texte de droite, et une surenchère de droite sécuritaire sur un texte de droite, c'est hélas un schéma assez classique. Mais attention, votre démagogie réactionnaire, la démagogie réactionnaire de la droite, ne résoudra rien. Parce que c'est pas en augmentant les peines que nous avons une réduction des délits. Et il y a aucune étude, aucun bilan, aucune analyse qui n'est produite par le gouvernement lorsqu'il vient aggraver ces dispositifs. Allez, direction le Sénat où on poursuit le marathon budgétaire. 3 textes étaient discutés cette semaine dans l'hémicycle. Le budget de la sécurité sociale, la rallonge budgétaire face à la hausse des prix et puis le budget de l'État 2023, le projet de loi de finances. Alors, quelle est la position de la majorité de droite du Sénat sur ces textes ? Jonathan Dupriez. C'est au tour des sénateurs d'examiner le budget 2023, qualifié par certains au Palais du Luxembourg d'irréaliste. La majorité sénatoriale, de droite et du centre, projette d'amender en profondeur le texte, afin notamment de contenir les déficits. Le rapporteur général du budget, Jean-François Husson, déplore l'incapacité du gouvernement à le faire depuis la période Covid. Comme vous le savez, les conditions de financement de la France ne sont plus les mêmes que par le passé. Je dirais, le temps de l'argent facile et gratuit est bien fini, et ce n'est pas faute de vous avoir mis en garde ici au Sénat sur les risques d'un endettement trop important et massif. Nous voulons tenir nos objectifs de réduction des déficits et de réduction de la dette, et nous tiendrons les objectifs qui ont été fixés de baisse de la dette à partir de 2026 et de retour sur les 3% de déficit en 2027. Plus tôt dans la semaine, le Sénat a adopté un autre texte budgétaire, le second projet de loi de finances rectificative, qui contient entre autres 2,8 milliards d'euros de mesures contre l'inflation.
Ristourne carburant ou encore chèque énergie, les sénateurs n'ont pas entravé le gouvernement pour ces mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Autre texte clé adopté au Sénat cette semaine, le budget de la sécurité sociale. Les sénateurs, inquiets pour le pronostic du système de santé, ont voté leur version du texte avec des modifications de taille, comme l'ajout d'une nouvelle taxe sur les mutuelles, mais surtout le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans. On ne peut pas, encore une fois, faire payer aux générations futures les errances de nos générations. Parce qu'en réalité, nous devons travailler plus dès aujourd'hui pour ne pas qu'eux, ils travaillent plus à l'avenir. Mais le gouvernement est en train de plancher sur une réforme des retraites. Pourquoi lui couper l'herbe sous le pied avec ces amendements ? Je pense qu'on n'est pas très éloigné. Et on entendra le ministre et nous verrons. Reste à savoir ce que le gouvernement conservera des modifications sénatoriales. Le budget de la sécurité sociale revient en début de semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Daniel Simonet, le Sénat a donc voté sa propre réforme des retraites, un recul de l'âge de départ à 64 ans, une mesure retirée par les députés en vue de la nouvelle lecture du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, alors que finalement c'est le même projet de réforme que celui d'Emmanuel Macron. Oui, on voit que là, il y a une alliance qui est en train de se préparer entre Emmanuel Macron et LR. Et on voit bien que la politique de ce gouvernement est une politique de droite, est une politique de régression sociale, une politique autoritaire et d'inaction climatique. Mais sur la question des retraites, franchement, il faut absolument que celles et ceux qui nous écoutent comprennent. Il n'y a absolument aucune nécessité économique de retarder l'âge de reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Le gouvernement nous explique qu'il faut absolument faire une économie de 8 milliards d'euros, mais par exemple, la mesure sur le projet de loi de finances de suppression de la CVAE, c'est-à-dire l'impôt sur les entreprises de production, bref, a fait une économie du gouvernement lui a fait perdre des recettes de 8 milliards. Donc, ils ont fait un cadeau de 8 milliards au patronat et généralement aux grandes entreprises pour finalement faire payer leur système de retraite, leur régression sociale. C'est inacceptable. Alors, ce vendredi, au journal Les Échos, Elisabeth Borne annonce de nouvelles aides. Dès janvier 2023, une aide sur le carburant ciblée sur la moitié des ménages français et notamment les travailleurs qui font de longs trajets. Sur le principe, vous ne pouvez pas être contre ces nouvelles aides. Non mais tant mieux à chaque fois qu'il y a un petit peu de respiration sur le pouvoir d'achat, tellement la situation est catastrophique. Mais tout ça va dans le mur, on ne sait même pas jusqu'à quand ce sera. Et puis, je vais vous dire une chose, bloquer le prix de l'essence à 1,40 € est la seule et bonne mesure à prendre d'urgence. Parce qu'à chaque fois que vous faites des ristournes ou que le gouvernement remet des aides, finalement, ça n'interdit absolument pas finalement les prix de l'essence de continuer à augmenter, les prix de l'énergie de continuer à augmenter. Donc on a d'une part ceux qui vont se faire des super profits et le gouvernement sur notre argent public, sur nos impôts, il prend dans notre poche, puis il redonne dans l'autre, mais pendant ce temps, les autres se gaffent toujours sur notre dos. Justement, sur les super profits, le gouvernement a finalement accepté l'idée d'une contribution, notamment des producteurs d'énergie sur leurs bénéfices. Et puis, ce vendredi, le patron de Total a annoncé qu'il allait, son entreprise en tout cas, allait payer l'impôt sur les sociétés, puisque ces raffineries font des profits en France. Tout cela va dans le bon sens ? Non mais vous vous rendez compte quand même, on a une entreprise Total qui dégage milliards de bénéfices, qui ne paye pas d'impôts, et au lieu d'appliquer clairement une taxation de ces super profits, sans tortiller, sans hésiter. Je veux dire, on l'annonce quand même depuis longtemps, cette nécessité-là. Vous dites c'est la moindre des choses. Et là, on voit qu'en fait, ça va être au rabais. Ça serait une petite contribution. Puis on attend le bon vouloir du patron de Total. Non, à un moment donné, il faut redistribuer les richesses. C'est la question centrale. C'est la question centrale qui va provoquer les mobilisations sociales, notamment déclenchées par la question des retraites. Mais c'est la vraie question qui nous est posée, en plus de celle de l'inaction climatique. Dernière petite question très rapide. L'État veut freiner la hausse des dépenses des collectivités locales. Quand on voit la gestion des finances de certaines collectivités, comme Paris, et notamment où Anne Hidalgo a décidé une hausse faramineuse de la taxe foncière pour renflouer les caisses, qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez, moi je suis une élue d'opposition au niveau de la ville de Paris, et pour autant, sur l'augmentation de la taxe foncière,
L'augmentation, elle peut paraître énorme, mais parce que Madame Hidalgo et la majorité parisienne n'avaient pas eu recours à l'augmentation de la taxe foncière depuis des années. Et on reste avec un niveau de taxe foncière inférieur à plein d'autres villes. La question, ça va être aussi les critères sociaux d'exonération. Si on a des petits propriétaires qui l'ont eu par héritage de famille en famille, mais qui ont des faibles revenus, il faut qu'ils en soient exonérés. Si c'est bien sûr leur propriété où ils habitent, où ils résident. Par contre, les multipropriétaires qui sont responsables de la spéculation à Paris, eh bien, qui payent plus de taxes foncières à partir du moment où, ce que j'espère, et ça va être la bataille, que la ville de Paris mette les moyens sur le contrôle de l'encadrement des loyers pour que ce ne soit pas aux locataires de payer, eh bien, c'est justice sociale. Et on va conclure, Daniel Simonet, en regardant l'agenda de la semaine prochaine au Parlement. Et au Sénat, toute la semaine sera donc consacrée à l'examen du budget de l'État pour 2023, le projet de loi de finances. Et à l'Assemblée, c'est parti pour l'examen du projet de loi ENR, énergie renouvelable, qui a été voté par le Sénat. Ce sera dès lundi, en commission parlementaire. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Daniel Simonet, d'y avoir participé. Merci. Et merci à tous de l'avoir suivi. Ciao, ciao.